Je m'appelle Paul Hurel, je suis chargé d'études à la délégation interrégionale Centre Val-de-Loire et Île-de-France de l'ONCFS et je m'occupe également des castors et des loutres et aussi des espèces exotiques envahissantes. Donc c'est bien d'avoir à la fois un côté espèce exotique qui pose problème et un côté espèce protégée qui intéresse. Ça fait du bien. Donc je vous présente aussi, comme un peu tout le monde, les choses un peu classiques au début de l'intervention, mais effectivement l'ONCFS, on est présent en Île-de-France, mais effectivement pour vous, vous restez toujours à bloquer sur la lettre C et le mot chasse. Il faut savoir qu'on a plusieurs missions, dont notamment la police de l'environnement. Donc effectivement, on est chargé d'assurer la police et être sûr qu'il n'y ait pas de braconnage ou d'autres infractions au code de l'environnement, d'où cette connotation chasse. Mais on s'occupe également de tout un suivi d'espèces protégées comme le loup, le lynx, le castor, etc. Donc nous sommes un établissement public créé en 1972. On dépend de deux ministères, le ministère de l'Environnement et le ministère de l'Agriculture. Je n'ai pas mis à jour les nouvelles appellations, mais on se comprend. Et donc nous sommes référents en gestion de la faune sauvage en France sur les différentes espèces que j'ai pu vous citer précédemment. Donc diverses missions, effectivement, police de l'environnement, études et recherches sur de nombreuses espèces, sur les espèces exotiques envahissantes également. C'est effectivement un peu dans sa dynamique, ça vient de se lancer. Donc effectivement, il n'y a pas encore beaucoup d'études lancées par l'Office sur cette thématique et beaucoup de partenaires comme le MNHN sont bien au fait de ces sujets sur les espèces animales exotiques envahissantes, j'entends. Appui conseil aux administrations, notamment à l'ADRIE, où on a déjà pu assister à quelques réunions sur cette thématique. Et ensuite, on a donc ces deux aspects, ces deux missions, effectivement, sur les missions de chasse, où effectivement, on assure le suivi de l'évolution des pratiques cynégétiques et on assure également la délivrance du permis de chasser. Et donc, on a un contrat d'objectif, je ne rentrerai pas plus dans les détails, mais en gros, le premier axe qui est contribuer à la sauvegarde de la biodiversité comprend justement un enjeu sur ces espèces exotiques envahissantes, où on a cette notion de contribuer à la maîtrise des espèces animales. Notre établissement s'occupe principalement des espèces animales. On touche aussi aux espèces végétales dans le cadre de la réglementation, dans le cadre des missions régaliennes, mais les suivis, les régulations, les positionnements stratégiques sont vraiment que sur la faune, et principalement les mammifères et les oiseaux. Et donc deux objectifs, à la fois participer au suivi de ces espèces, mais également épauler l'autorité préfectorale en matière d'intervention sur ces espèces. Donc l'Office, on a quand même un réseau espèces exotiques envahissantes qui est en train de bien se mettre en place maintenant. Il faut savoir au niveau national, donc le ministère est en train de réaliser une stratégie qui devrait sortir pour la fin de l'année. Il y a d'ailleurs une réunion demain sur ce cas, parce qu'il y a une nouvelle réglementation européenne qui est sortie il y a déjà un an maintenant, mais une liste est sortie cet été, donc les choses sont en train de bouger. Maintenant, voilà, aux pilotes, au ministère, de réussir à faire redescendre tout ça, mais en tout cas, il y a une réunion demain, donc on verra comment ça avance. Mais le MNHN donc, est bien positionné sur la thématique faune exotique et de tout ce qui est conservatoire botanique, effectivement, sur la flore. Et donc l'ONCFS appuie le ministère également sur ces questionnements de stratégie faune. Et donc on a un coordinateur national qui s'appelle Jean-François Maillard, en lien avec notre direction de la police sur toutes les questions réglementaires, et en lien aussi avec notre direction de la recherche et de l'expertise pour lancer justement des études de régime alimentaire, de répartition de ces espèces exotiques en France. On s'appuie ensuite sur notre structuration, c'est la force de l'établissement. On a effectivement un positionnement national, puis interrégional, puis départemental, ce qui nous permet d'avoir un pilote au niveau national qui fait redescendre ensuite toutes les directives et les missions jusqu'au niveau local. Donc pour la délégation interrégionale, en tout cas, je suis votre interlocuteur pour la région Île-de-France. Et ensuite, donc, au niveau des services départementaux, vous avez une personne ici présente qui le représente. Pour l'Île-de-France, c'est un peu particulier. Effectivement, on a des services interdépartementaux donc, qui s'occupent à la fois de l'Île-de-France Ouest et l'Île-de-France Est. Voilà pour les détails un peu moins croustillants. Donc j'essaie de vous synthétiser un peu les missions de l'Office. Alors, je pense que mon intervention fera un bien la transition entre les interventions d'avant qui étaient plus, nous dirons, globales et celles qui vont suivre qui seront plus sur de la gestion pratique sur des sites, en particulier sur certaines espèces. Parce que, comme je vous l'ai dit, on intervient à la fois au niveau stratégique, au niveau national et aussi sur la gestion de certaines espèces au niveau local. Donc on a je vous ai synthétisé notre rôle sur les espèces exotiques envahissantes à l'Office en 5 missions. Tout d'abord, la prévention. Donc, effectivement, dans le cadre de nos missions, on a des missions de police administrative, donc on va contrôler les potentiels points d'introduction. On l'a vu, effectivement, ça coûte très vite cher, ça demande de gros moyens humains de réussir à gérer une espèce une fois qu'elle est naturalisée, qu'elle est bien implantée dans un espace et qu'elle est justifiée si elle a réellement des effets qui sont dits négatifs, là, vraiment, il y a besoin d'intervenir. Mais vraiment, l'important, c'est de prévenir ces arrivées. Donc contrôler, c'est surtout les eaux. On a beaucoup d'espèces comme le raton laveur. Si on regarde l'effectif, la répartition du raton laveur en France et qu'on la croise avec les eaux détenant des ratons laveurs, il y a quelque chose qui se passe, effectivement ça match. Donc on sait
qu'il y a certains zoos, par exemple, qui vendent sous le manteau des ratons laveurs, qui en laissent échapper parce que les règles d'étanchéité des élevages ne sont pas suffisantes. Donc tout ça, il y a toute une réglementation à rappeler, c'est dans le cadre de nos prérogatives. Parfois, nous aussi, on a des réglementations qu'on ne trouve pas assez poussées, donc il faut en parler avec le ministère pour réussir à faire avancer tout cela, mais ça demande du temps. Donc contrôle le potentiel des potentiels points d'introduction, rappel de réglementation en vigueur, il ne faut pas non plus verbaliser à tout bout de champ, il faut aussi sensibiliser les personnes sur cette thématique. Je pense qu'il y a beaucoup d'entre vous qui ne connaissaient pas encore les définitions qui ont été bien présentées tout à l'heure sur ce qu'est une espèce exotique, envahissante, nuisible, etc. Donc il y a besoin aussi de rappeler la réglementation. Élaborer des protocoles d'alerte, ça on le fait dans certains cas. On a par exemple l'espèce le vison d'Amérique qui porte atteinte au vison d'Europe pour lequel il y a un plan national d'action en France. Vison d'Amérique, nous avons encore quelques élevages en France où il est important qu'on ait des protocoles d'alerte. Si jamais il y a une échappée en fait, de certains visons d'Amérique de cet élevage, il faut qu'on puisse réagir très rapidement avec l'autorité préfectorale pour pouvoir piéger les animaux dans les 48 heures, on va dire. Donc ça passe par créer des réseaux d'alerte, s'informer, faire des listes de contacts, savoir qui est là comme piégeur, qui est agréé, effectivement, qu'est-ce qu'il y a comme chasseur, quelle est la force en présence pour pouvoir réussir à gérer l'évasion. Toutes ces choses-là, si personne ne le fait, effectivement, on n'arrive à rien. Et en là, je rejoins un peu la première intervention où, effectivement, on peut être pessimiste. Et également la communication, donc vous avez pu le voir dans vos pochettes, on vous a mis quelques documents qui ont été réalisés par l'ONCFS, et également un document que j'ai ramené, que je n'avais pas en trop d'exemplaires, j'avais laissé sur la table. Pour avoir animé le groupe de travail faune exotique de tout le bassin de la Loire, on a édité en fait un guide sur un recueil d'expériences sur les gestions de la faune exotique dans le bassin de la Loire. C'est des choses qu'on va essayer de mettre en place à l'avenir en Île-de-France. On réalise également des stages de communication, etc. Je vais essayer d'avancer un peu, je crois. Ouais. Donc au niveau de la détection, ensuite, c'est la deuxième mission. Donc effectivement, on a des agents donc, sur le terrain, bon, pour plein d'autres missions, police de l'environnement, police de la chasse, suivi d'espèces protégées, suivi d'espèces exotiques, etc. Donc on a des remontées d'informations. Ces remontées d'informations, on les a par des sources internes, mais aussi il est important d'entretenir un relationnel avec les autres partenaires, les autres structures qui peuvent justement avoir de la donnée sur ces espèces. Ça peut être vous, effectivement, en communauté de communes, mais c'est là où je vous le disais, on a du mal un peu à être en contact. Certains d'entre vous, je pense, ne connaissaient pas encore l'ONCFS jusqu'à me voir tout à l'heure. On a également les fédérations départementales des chasseurs qui ont un réel rôle à jouer là-dessus, parce qu'effectivement, ils centralisent déjà au niveau départemental la répartition de certaines espèces qui sont effectivement classées nuisibles. Effectivement, ils ont un rôle avec les piégeurs à centraliser les observations, à savoir qui piège dans le département. Donc là, pour ça, d'ailleurs, je ne crois pas qu'il y ait de représentants aujourd'hui du monde de la chasse, mais ces structures ont un réel rôle à jouer, en tout cas sur cette thématique d'espèces exotiques envahissantes. On centralise donc nos données d'observation sur les espèces exotiques seulement depuis 2 ans dans un nouveau logiciel. Alors on les centralisait déjà avant, mais on va dire on était encore resté un peu sur du format papier. On a un logiciel en fait, qui nous permet en fait, de cartographier, de saisir directement en ligne dès qu'on a une observation sur le terrain de ces espèces-là. Et ça nous permet ensuite de faire des remontées dans différentes études et enquêtes que je vous présentais ci-après. En termes d'expertise, on intervient à 4 niveaux. Tout d'abord au niveau scientifique avec la direction recherche et expertise de l'ONCFS que je vous ai présenté tout à l'heure. On a différentes unités qui s'occupent de différents groupes taxonomiques. On en a une qui s'occupe plus spécifiquement de l'avifaune, une qui est plus sur les ongulés de montagne, une sur les prédateurs, animaux des prédateurs, etc. Donc on lance des études sur la biologie de ces espèces-là. Effectivement, elles arrivent sur le territoire, on sait qu'elles sont exotiques parce qu'on a la connaissance, on sait d'où elles viennent. Maintenant, de là à dire qu'elles sont envahissantes, de réellement voir s'il y a des effets sur le terrain, c'est toujours la grosse question. Il faut réussir à réagir rapidement. Donc on essaye de lancer des études sur ces espèces. La prochaine, normalement, ça serait d'étudier le régime alimentaire du raton laveur, notamment dans un des 3 foyers qu'il y a en France dans le massif auvergnat. Sur les impacts, effets, il faudra que je change dans ma diapo, effectivement, je suis d'accord avec ces aspects nominatifs. Ensuite, en termes d'expertise technique, donc effectivement, l'ONCFS, on intervient parfois sur des opérations de régulation. Alors, nos effectifs ne nous permettent pas aujourd'hui de réguler toute espèce exotique en France, c'est loin de là, mais on intervient parfois sur certaines espèces où il n'y a pas une compétence connue. La grenouille taureau, on en a parlé tout à l'heure. L'un des gros foyers, c'est en Sologne. Effectivement, la meilleure méthode de régulation de l'espèce est un tir nocturne sur des propriétés privées, non loin de maisons. Ce n'est pas n'importe qui effectue ces tirs. Donc il y a besoin de former des personnels, de leur expliquer la sécurité de manipulation de certaines armes à feu, etc. Donc ça, c'est des choses nous avons la connaissance de cela, on la donne à d'autres personnes, on forme ces personnes pour que des opérateurs de terrain puissent faire le travail. Ils sont souvent plus à même, ils ont parfois des manques de moyens pour le faire, mais en tout cas, ils sont bien présents au niveau local. Et nous, on a malheureusement, comme je vous l'ai présenté au début, beaucoup d'autres missions qui ne nous permettent pas d'agir sur toutes ces espèces. En termes stratégiques, on intervient dans de nombreux groupes de travail sur les espèces exotiques envahissantes. Il y en a quand même quelques-uns. Je m'étonne d'ailleurs qu'on ne les ait pas encore cités.
Au niveau national, vous avez l'ONEMA, l'UICN, qui est le groupe de travail invasion biologique en milieu aquatique, qui permet de recueillir un certain nombre d'expériences de gestion sur ces espèces-là. Et également le groupe de travail au niveau du bassin de la Loire sur la faune et la flore, animé par la Fédération des conservateurs d'espèces naturelles. D'ailleurs, il me semble qu'il y a une exposition. Alors, je ne l'ai pas vue, je ne sais pas où elle est. Ah d'accord, salle du repas. Très bien. Et il y a d'autres groupes de travail, comme par exemple en région Centre-Val de Loire. Moi, j'anime avec l'ADREAL le groupe de travail sur la faune exotique envahissante, où effectivement, on a ce travail de structurer, de se rapprocher de toutes les structures. Par exemple, sur les insectes, comme l'ONCFS n'a pas la compétence ni l'ADREAL, on a demandé à la Fredon de siéger dans ce groupe de travail. On a demandé à la Société herpétologique de France de venir sur les amphibiens et les reptiles, à l'ONEMA sur les poissons. Il y a besoin vraiment d'avoir une animation de groupe, que toutes les structures qui ont des compétences sur leur groupe taxonomique propre se réunissent ensemble et élaborent des stratégies au niveau régional. Donc ça se lance quand même dans beaucoup de régions en France. Pas encore assez, en Ile-de-France, ce n'est pas encore le cas, mais j'espérais que ça va venir. Et au niveau stratégique, donc il y a différentes méthodes d'évaluation. On l'a un petit peu touché du doigt tout à l'heure, mais effectivement, il existe énormément de stratégies au niveau mondial pour prioriser sur quelles espèces il est important d'agir ou pas. Il y a des espèces largement répandues sur lesquelles on ne peut plus rien faire, comme le ragondin. Donc il y a effectivement des stratégies à montrer pour effectivement dire le ragondin, on va quand même le gérer, mais dans des espaces qu'on va dire sensibles. Ça ne sert à rien de s'acharner à gérer le ragondin, à parler d'éradication. Tous ces termes-là, c'est maintenant désuet pour cette espèce. Mais il y a quand même besoin de garder une certaine motivation et de gérer cette espèce qui a des impacts réels dans certains espaces sensibles. Et enfin, expertise réglementaire, effectivement avec la direction de la police. Donc si vous avez des questions en termes juridiques sur ces espèces-là, nous avons un guichet juridique à la direction de la police. Donc vous pouvez effectivement envoyer toutes vos questions par mail sur le site de l'ONCFS et on vous répondra dans les meilleurs délais. Ensuite, avant-dernier, j'en aurais fini quasiment, au niveau des études. Donc on effectue différentes enquêtes de répartition. Comme je vous l'ai dit, on est plus axé sur les mammifères et les oiseaux. On a vu, si avant, certaines études présentées par Nature Paris sur effectivement le tamia de Sibérie, la perruche à collier, c'est effectivement des espèces qui sont plus suivies par le MNHN jusqu'à présent, tout simplement parce que l'ONCFS n'était pas trop présent en Ile-de-France à mon niveau. Je suis arrivé qu'il y a 2 ans. On ne peut pas tout faire, mais en tout cas, on fait quand même des choses. Donc on a différentes enquêtes au niveau national sur certaines espèces, comme le cygne noir, l'ouette d'Égypte, la bernache du Canada, le raton laveur, chien vivrin, vison d'Amérique, castor canadien. Il y a pléthore d'espèces exotiques envahissantes, mammifères et oiseaux. Donc on a ces cartes de répartition qui sont réalisées. Alors après, c'est soit tous les ans, soit tous les 5 ans. On fait ce qu'on peut dans les temps. On réalise également des enquêtes conjointes avec le monde naturaliste. Comme je vous le disais, notre établissement n'est pas seulement des représentants des chasseurs, ce n'est pas notre rôle. Nous assurons également des liens avec certaines associations comme la LPO et on réalise tous les 2 ans une enquête sur l'avifaune alloctone. Donc ce n'est pas forcément des oiseaux qui sont dits exotiques envahissants, ça se limite à des oiseaux exotiques. Et donc il y a des enquêtes de répartition avec les comptages faits par le réseau Wetlands et LPO et les réseaux ONCFS, FNC, FDC. On réalise également des suivis démographiques. Donc il y a certaines populations, pour revenir un peu plus sur l'Île-de-France, sur le wallaby de Bennett notamment, qui est un genre de kangourou qui est présent dans la forêt de Rambouillet, oui, c'est forêt de Rambouillet. L'espèce, effectivement, on ne parle pas vraiment d'invasif strict parce qu'on n'a pas une expansion de l'espèce depuis une vingtaine d'années qui est vraiment fulgurante. Mais on essaye de voir un peu, savoir si effectivement, de surveiller si les jeunes vont avoir une logique dispersive un peu plus importante que d'habitude ou pas. Et vraiment après de savoir si réellement l'espèce est envahissante ou non. Après, il y a d'autres espèces donc, bon, là, qui vous parleront moins en Ile-de-France, comme l'ibis sacré ou l'Eris maturus, où les foyers sont principalement sur le lac de Grandlieu, où effectivement la SNPN a pas mal de choses à faire. Au niveau études des impacts écologiques, donc c'est là où effectivement l'ONCFS essaye de lancer quelques études, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, sur le raton laveur. Mais il y a d'autres espèces également, sur l'Eris maturus, sur l'ibis sacré, on lance des études. Sur le vison d'Amérique également, on anime le plan national d'action sur le vison d'Europe. Donc il y a pas mal de choses qui s'intersectent. Et donc enfin, la dernière mission en termes de gestion, donc c'est sur laquelle c'est là où il y a un peu la plus-value de l'établissement. Effectivement, comme vous l'avez vu avant, il y a le volet stratégique, le volet réglementaire, il y a aussi le volet quand même gestion, même s'il est moindre. Il y a plusieurs plans nationaux de lutte, alors il faudra peut-être changer aussi l'appellation au niveau du ministère. Un concerne notamment l'Eris maturus, donc on a rédigé ce plan national de lutte, et on est chargé de gérer l'espèce Eris maturus en France,
C'est une espèce qui arrive d'Amérique du Nord, qui a été beaucoup relâchée en Grande-Bretagne, pays nord Europe, et qui en fait peut se reproduire et s'hybrider avec l'Erismathure à tête blanche, qui est en fort déclin et dont les populations sont plus en Espagne et Afrique du Nord. Donc effectivement, la France, c'est un peu la ligne Maginot entre les populations d'Erismathure rousse au nord et les Erismatures à tête blanche au sud. Donc voilà, il y a besoin de mettre en place des opérations de terrain. Donc on fait de la veille. Dès qu'il y a des observations d'Erismatures rousses, que ce soit sur les bases de données naturalistes ou autres, on fait cette veille sur Internet également. On demande aux structures de nous passer les informations. Et ensuite, on va sur le terrain pour essayer de réguler ces espèces-là. Il y a d'autres plans nationaux de lutte, par exemple l'écureuil à ventre rouge sur le cap d'Antibes et vers Nîmes, où là, c'est le MNHN qui a la rédaction de ce plan national de lutte. On encadre certaines actions de régulation. Donc sur l'écureuil à ventre rouge, ça rejoint ce que je vous disais sur la grenouille taureau. Effectivement, on forme certains personnels sur le terrain. L'écureuil ventre rouge, il y a besoin de tirer l'espèce en plein milieu périurbain sur le cap d'Antibes. S'il y en a qui ont déjà été, c'est urbanisé comme possible. Donc il y a vraiment besoin d'avoir des conditions sécuritaires assurées. Orientation de gestion. Donc effectivement, il y a beaucoup de ces espèces exotiques envahissantes. Il y a des règles, je ne vais pas rentrer plus dans les détails au niveau réglementaire, mais effectivement, vous avez des espèces qui vont être classées nuisibles ou dites nuisibles. Et effectivement, c'est des décisions qui se font au niveau national et aussi dans des commissions au niveau départemental, dans les commissions départementales de chasse et de gestion de la faune sauvage. Et effectivement, lors de ces commissions, il y a besoin de débattre effectivement si une espèce est nuisible ou non. Donc l'ONCFS siège à ces commissions et permet aussi d'avoir un avis qui se veut être objectif, l'avis du ministère, pour préciser si effectivement cette espèce exotique est envahissante ou non. Et enfin, donc, action de régulation. Il nous arrive effectivement de stériliser par exemple des œufs de bernache. En Ile-de-France, cette année, il y a eu un peu ce désir de centraliser, parce que dès qu'on doit stériliser des œufs de bernache, il y a besoin d'avoir un arrêté préfectoral pour nous autoriser à le faire. Donc cette année, avec la DRIE, on a essayé, et les DDT, de savoir quelles personnes étaient amenées à intervenir sur le terrain pour stériliser les œufs de bernache, pour les autoriser à le faire, et aussi à les former sur les méthodes de stérilisation. Nous, on intervient plutôt dans des sites, on va dire, où il n'y a aucun opérateur de terrain identifié, et où l'usage des armes à feu n'est pas permis non plus, comme en petite couronne, avec les règles de sécurité actuelles. On intervient aussi sur d'autres espèces, comme les tortues de Floride, mais ça, c'est beaucoup plus, on va dire, c'est beaucoup plus restreint. Effectivement, comme on l'a vu, la tortue de Floride apparaît de réels effets pour l'instant. On n'a pas une grosse logique dispersive, mais on a quand même vu, par contre, dans le sud de la France, qu'il y a beaucoup plus de reproduction, et elle est beaucoup plus fertile que ce qui a été énoncé tout à l'heure. Pareil, c'est peut-être le changement climatique qui fait changer les choses. Mais il y a certains sites où on a des sites sud d'Europe, une espèce protégée, et où on retrouve aussi la tortue de Floride. Donc il y a compétition pour les places d'ensoleillement. Et on a donc une difficulté de reproduction pour la cisse sud d'Europe, où là peut se justifier des actions de régulation de la tortue de Floride. Donc j'ai essayé, ce qu'on m'a demandé, d'être un peu plus Île-de-France. Donc c'est la fin de la diapo, la fin de ma présentation qui permettra de l'être. Je vous ai mis en fait trois catégories d'espèces. On va dire avec des niveaux de présence où on a des individus qui vont être isolés. Donc en fait en jaune c'est quand il y a de rares observations. J'ai essayé de centraliser en fait les données qu'on a à l'office, mais aussi d'autres structures avec qui on commence à travailler, avec le MNHN notamment sur la perruche ou le tamia de Sibérie, ça a été présenté juste avant, pour vous montrer qu'effectivement nous avons des espèces où il n'y a que des individus isolés. Ça peut être parfois, on a beaucoup le phénomène des nouveaux animaux de compagnie maintenant, donc il suffit qu'une personne ait un nouvel animal de compagnie, je ne sais lequel, même un boa, ou souvent c'était les tortues de Floride effectivement, mais ils en ont marre d'avoir ça chez eux, ça devient trop grand, etc. Donc ils relâchent ça dans le milieu naturel. On a un individu, mais de là à parler de population, installation, naturalisation et toute la suite des invasions biologiques, on en est loin encore. Mais on a certaines espèces donc avec des individus isolés, comme l'ouette d'Égypte, le raton laveur ou l'Erismathure rousse, où on a quelques observations vraiment erratiques sur l'Île-de-France, mais il y en a quelques-unes. Donc il y a besoin vraiment, sur ces espèces-là, on va plus parler de stratégie de veille et de réussir à créer des réseaux de surveillance, sensibiliser plus de personnes au niveau du grand public, que les personnes sachent que ces espèces sont exotiques, on a besoin d'informations de leur répartition, et qu'ensuite ça soit remonté aux autorités comme l'ONCFS, à la DDT, à la DRIE, etc. Si les remontées d'observation ne se font pas, on ne sait pas la répartition des espèces. La perruche à collier, on a un bel exemple tout à l'heure. Effectivement, bon, c'est pas les gros sites de nidification dans le 77 de connus pour les MNHN, mais il y a toujours, de toute façon, sur les moindres cartes de répartition espèces exotiques, un réel décalage. C'est impossible de connaître précisément la répartition d'une espèce animale. Le conservatoire botanique nous fait toujours envier avec ses cartes de répartition, mais sur la faune, ça bouge, hein, l'espèce animale. Et puis souvent, les cartes de répartition qu'on a aussi, c'est quand il y a eu une intervention. Donc au final, l'espèce y était à un instant T, mais elle n'y est plus après. Donc bon, voilà.
Ensuite, on a une deuxième catégorie d'espèces où on a plus des populations localisées. Donc là, ça rejoint un peu les wallabies de Bennett, comme je vous le disais tout à l'heure, vraiment présents sur la forêt de Rambouillet, parce qu'il y a un parc en fait, qui n'était pas bien étanche au niveau des clôtures. Donc la population s'est bien installée autour de ce parc-là. On a également le tamias de Sibérie ou la perruche à collier, où on a effectivement des populations très localisées. Pour la perruche, notamment, c'est les zones de dortoir et de nidifs. Donc sur ces zones-là, on va plus savoir, comme la population est localisée, mais qu'elle est déjà dans un effectif assez conséquent, parler d'éradication, ça devient déjà compliqué, mais on va parler de contrôle et de confinement de ces populations. Donc là, on est vraiment dans une stratégie de confinement. Dans la région centre et sur le bassin de la Loire, c'est ce qu'on essaye de faire. Quand on connaît précisément ces délimitations de population, on essaye de faire en sorte qu'elles n'aient pas une logique expansive au-delà des limites sur lesquelles elles sont actuellement. Et enfin, donc, on a des espèces qui sont dites largement répandues. Alors en Île-de-France, l'Île-de-France, c'est une des 3 régions, on va dire, en France où il y a le plus de bernaches du Canada. Et le souci qu'on a, c'est qu'on a beaucoup de parcs périurbains en Île-de-France, qu'on a beaucoup de zones où il n'y a pas vraiment de chasseurs, parce que la bernache du Canada, depuis les années 2009, est autorisée à la chasse. Ce qui fait qu'effectivement, les effectifs se portent bien. Ça fait un peu un effet réserve, et effectivement, on a plus de bernaches qui se développent en Île-de-France. On a également le ragondin. Bon, comme on l'a dit tout à l'heure, industrie de la fourrure, arrivée dans les années 30, on va dire, en France. Madame Bardot est arrivée et a décrié l'industrie de la fourrure, ce qui est bien ou pas bien, je vous laisse seul juge, je ne me prononcerai pas là-dessus, mais en tout cas, ce qui fait qu'effectivement le ragondin s'est retrouvé dans le milieu naturel, et aujourd'hui s'y porte très bien. Et enfin, la tortue de Floride également, c'est beaucoup, vraiment, si on regarde la carte de répartition française, qui n'est pas vraiment à jour du tout et qui a été éditée avec la SHF, effectivement, on voit de la tortue de Floride un peu partout, mais c'est beaucoup quand même autour des zones périurbaines, donc on voit vraiment là cet effet de relâcher dans le milieu naturel par des propriétaires qui ne veulent plus avoir ça chez eux, quoi. Et donc sur ces espèces-là, effectivement, c'est plus une logique à ne pas baisser les bras, à ne pas être pessimiste sur ces espèces, mais quand même agir dans des espaces dites sensibles. Elles sont largement... Elles ont des effets plus ou moins conséquents, je vous laisse juger aussi de ça. Des fois, c'est juste parce que ça va manger l'isolation dans les murs, que ça va avoir des fientes sur les voitures, que ça va... Les considérations sont un peu parfois délicates à évoquer. Et en termes écologiques, c'est pas forcément très justifié. Alors après, se rajoutent les impacts économiques, sanitaires qui peuvent souvent sont mieux entendus par les autorités préfectorales. Mais dans tous les cas, il faut quand même réussir à agir sur ces espèces-là, car des fois, ça pose réellement problème sur certains espaces qu'on va dire sensibles. Notamment les ENS dans le département, je ne sais pas si tu es représentant du Conseil général ici, mais le ragondin a clairement un impact en termes d'herbivorie sur la flore les ceintures de roselières, par exemple, dans les étangs. Si vous n'avez pas de ragondin, vous avez vraiment un développement de la végétation qui est beaucoup plus important que si vous avez du ragondin. Donc il y a quand même une utilité, il y a quand même un effet de ces espèces-là, il y a quand même une utilité de réussir à agir sur ces espèces dans des espaces qu'on va dire sensibles. Mais tout ça, ça demande d'avoir des groupes de travail au niveau régional, de se structurer, de savoir quelles espèces sont présentes, de les hiérarchiser, savoir sur lesquelles il faut travailler, et ensuite de trouver les moyens sur lesquels justement, les moyens réellement efficaces pour gérer ces espèces-là. Et je vous remercie. Merci beaucoup.